Salut à tous. Aujourd'hui, nous parlerons des concepts fondamentaux de la modélisation 3D. Et ensuite, nous aborderons quelques aspects de la modélisation polygonale. Alors, vous devez savoir que la scène 3D est représentée dans un repère cartésien tridimensionnel. Donc, nous avons un repère en trois dimensions. Nous avons l'axe X ici en rouge, l'axe Z en bleu et l'axe Y en vert. Donc, ça nous donne là, là deux axes horizontaux. Donc, vous les voyez là, ici. Nous avons l'axe X et Y et un axe vertical. Ici, dans Blender, l'axe Z pointe vers le haut. Mais c'est différent pour certains moteurs 3D ou certains moteurs de jeux vidéo. Je vais vous montrer le cas d'Unity, par exemple. Là, j'ajoute un objet, un cube notamment. Vous remarquez ici, lorsque je sélectionne le cube, Y pointe vers le haut et c'est Z qui représente la profondeur. Pourquoi? Parce que Unity a opté pour un système de représentation qu'on appelle système gauche, tandis que Blender a opté pour le système droit. Ok, alors donc c'est ce que j'explique là. Et comment le savoir? Vous essayez de euh, représenter tout cela avec la main. Donc là, vous avez la main gauche, ici la main droite. Vous prenez le pouce qui est orienté vers la droite. Dans les deux cas, ici, les pouces orientés vers la droite. Vous essayez de les refaire chez vous pour voir comment ça se présente. Et vous avez là, ici, l'index qui pointe vers le haut, donc qui représente Y. Ce qui change, c'est bien sûr le margeur. Nous avons un cas où le margeur pointe vers nous et un autre où le margeur est loin de nous. Alors ici, le margeur pointe vers moi quand c'est le système droit et avec le système gauche, le margeur pointe loin de moi. C'est quoi un système de coordonnées? Un système, c'est tout simplement une manière de définir comment les axes X, Y et Z sont orientés et comment interagir dans l'espace tridimensionnel. Alors donc là, c'est juste une autre photo qui représente le système gauche et le système droit. Donc dans les deux cas, comme je vous le disais, le pouce qui représente l'axe X pointe vers la droite. Vous avez l'index qui représente Y qui pointe vers le haut. Et ce qui change véritablement, c'est les margeurs qui représentent la profondeur pour le système droit qui est loin de nous et le système gauche qui vient vers nous. OK. Et ce système-là a un impact donc sur l'orientation des axes, comme nous l'avons vu. Alors ici, nous avons Blender qui est un système droit, donc en anglais on dit right-handed. Voici tous les systèmes, tous les logiciels qui épousent le système droit. Nous avons Blender, 3ds Max, et puis pour le système gauche, vous le verrez avec Maya, Godot, Unity que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc là, vous allez le remarquer, dans Blender ici, nous avons le Z qui pointe vers le haut. Par contre, dans Unity, nous avons le Y qui pointe vers le haut. De ce fait-là, lorsque vous modélisez un objet dans Blender, vous allez devoir jouer sur quelques paramètres, notamment la file, export. Je prends le cas des FBX. Je clique Selected, je prends Mesh. Alors, tout sera défini ici. Vous voyez que là, je dis Y doit pointer vers le haut. Donc, Y up. Et puis là, on définit que Z euh, symbolise la profondeur. Donc, c'est à partir d'ici, les réglages sont faits pour que nous puissions avoir un objet qui sera bien orienté là, dans Unity et dans les autres moteurs. Alors, maintenant, nous parlerons des objets 3D. Voici un objet 3D que nous avons dans notre scène.
Ici, là, nous avons un cube. Et les objets 3D ont différentes parties. Nous avons d'abord ici les sommets, nous avons ensuite les arêtes et nous avons les faces. Alors, dans le langage 3D, notamment euh, dans Blender et dans beaucoup de logiciels, d'ailleurs, je dirais dans tous les logiciels, ici nous parlons de vertex. Je vous présente comment c'est écrit. Alors ici, nous avons vertex ici. Donc, je vais zoomer. Vertex au singulier et au pluriel, c'est vectis. Donc, vous verrez les infographistes utiliser ces termes-là, vertex, vertex, vertex. Alors, pour les arêtes, en anglais, on parle de edge. En français, c'est arête, bien sûr, mais en anglais, c'est edge, E-D-G-E. Et la face, c'est la face. Alors, donc, on parlera de fixe le plus souvent. Donc, ici, là, vous avez les vertex, vous avez les arêtes. Donc, edge ici. Et puis, voilà, c'est marqué edge. Tel que vous pouvez le voir, edge, vertex, edge et fixe. Voici les termes que nous utilisons. Alors, sachez aussi que les vertex, ici, dans ce repère tridimensionnel ont des coordonnées. Et ça peut se voir en appuyant sur la touche N. Alors, lorsque j'appuie sur la touche N et que je sélectionne un vertex, vous voyez ces coordonnées présentées ici. Alors, pour ce vertex-là, nous avons X, X-1 et Y1, Z1. Lorsque je vais sélectionner un autre, vous voyez qu'il y a un changement. Il en est de même pour ces vertex-là. Donc, vous pouvez sélectionner un vertex et là, vous verrez ses coordonnées ici. Ensuite, je parlerai de la perspective. Alors, je vais cacher ce menu et passer en mode objet. Nous parlerons des mots tout à l'heure. Vous voyez que ici, nous avons des fuyantes. Nous avons les lignes qui ont tendance à se rejoindre dans le fond là. Pourquoi? Parce que nous avons le mode perspective qui est activé. Comme on le sait ici, vous voyez que nous avons une icône qui représente la perspective, donc le mode perspective. Par contre, lorsque je clique là, nous avons le mode orthographique. Et donc, je vous les présente ici. Nous avons le mode perspective et nous avons le mode orthographique. C'est des modes de visualisation. Alors, le mode perspective simule la façon dont les objets apparaissent dans le monde en réalité. Vous voyez que ici, je vais le dupliquer et le positionner là. Alors, je vais l'avancer. Je vais également les dupliquer et les positionner là. Et je passe en vue de face. Alors, donnez-moi juste un instant. Je les mets là. Et puis là, je vous parlerai de l'organisation de la scène. Comment pallier ce problème-là. Tout à l'heure, vous avez vu que lorsque j'essaie de sélectionner, je sélectionne automatiquement ma lampe. Donc là, je les ramène dans le fond. Maintenant, je passe en mode perspective. Vous voyez que en mode orthographique, à peine on voit les autres objets. Par contre, en mode perspective, plus l'objet est loin de nous, plus il est petit, comme c'est le cas dans la vie en général, en réalité. Voilà. Donc, sachez que nous avons ces modes-là. Et il y a des raccourcis clavier pour passer d'un mode à un autre. C'est le 5 du pavé numérique. Donc, le pavé numérique, c'est le pavé que nous avons à droite avec les chiffres de 1 jusqu'à 9. Nous avons le 0 en dessous et le point juste à droite. Nous avons également une barre oblique. Alors là, si vous avez ce pavé-là sur votre ordinateur, c'est un ordinateur non pas de pavé numérique, mais en bien sûr un pavé alphanumérique qui est le pavé qui présente les nombres et les lettres. Donc avec le pavé numérique, vous pouvez passer euh, d'un mode de visualisation à un autre très facilement. Alors, je parlerai maintenant des statistiques de scène. Vous voyez que lorsque nous avons un objet, nous avons des informations là. Alors, ici, nous avons également ces mêmes informations ici.
Là, je peux ici me rendre là. Vous voyez, dans le Show Overlay, je clique là et je clique sur Statistiques. Et nous avons ces mêmes informations là. Nous pouvons également les cacher en décochant là, cette case-là. Alors, nous avons également ces mêmes informations ici. Je peux faire un clic droit là, vous voyez, et ici une statistique. Et quand je décoche, toutes ces informations sont cachées. Par défaut, nous avons la version de Blender ici. Alors, il y a la dernière version qui est disponible, mais je ne l'ai pas encore téléchargée. Ici, il est mis Blender Version, donc je peux décocher pour cacher cette version-là. Alors, ici, je vois les objets sélectionnés. Je vois E sur 5, ce qui veut dire que j'ai sélectionné un seul objet. Là, vous voyez, par contre, j'ai sélectionné 2 et ici 3. Alors, nous avons la lampe et la caméra qui sont considérés comme des objets. Mais ici encore, nous avons des informations sur les vertex, sur les faces et les triangles. Nous parlerons de tout cela tout à l'heure. Mais pour cet objet sélectionné, lorsque je passe en mode édition que nous allons voir, je vois les faces qui sont sélectionnées, une face sélectionnée, une deuxième qui est sélectionnée également et une troisième. Donc, ces informations-là sont très importantes. Lorsque nous modélisons, nous voulons avoir un certain nombre de vertex. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons un objet qui a plus de 30 000 à 60 000 vertex, nous pouvons avoir des difficultés à l'utiliser dans un jeu pour le téléphone mobile. Vous remarquez le plus souvent que dans le téléphone mobile, le paysage est beaucoup plus simple. C'est pour que des téléphones de, je dirais, qui ont une toute petite performance, qui sont pas assez performants, puissent démarrer ce jeu vidéo-là. Alors, nous abordons maintenant les modes d'édition. Et je retourne dans Blender. Je vais supprimer ces objets-là et conserver celui-ci. Et je le mets au centre. Alors, je vais zoomer, je vais vous montrer tout à l'heure comment zoomer et dézoomer. Nous sommes ici, là, dans le mode objet. Le mode objet est un mode d'opération. Alors, en fonction des modes que nous avons un certain nombre d'outils. Ici, ce que je peux faire en étant dans le mode objet, c'est de déplacer le maillage, c'est le redimensionner en faisant un scale, et puis de faire une rotation. Vous voyez? Alors, j'ai également Green Special. Là, c'est juste pour les annotations. Je peux dessiner. Donc, je fais un clic enfoncé, un clic gauche et j'ai Erase qui peut me permettre de les supprimer. Et puis, nous verrons les deux autres ici au fur et à mesure que nous allons progresser. Nous avons également ce transform là. Alors là, nous les verrons tout à l'heure, mais je disais que en fonction des modes, nous avons des outils. Le mode édition, ici, là, maintenant, vous voyez, nous permet d'éditer notre objet, véritablement. Dans le mode objet, je peux appuyer tabulation pour changer de mode, donc pour passer du mode objet au mode édition. En mode tabulation, en mode objet, donc tabulation pour changer de mode. Donc en mode objet, je ne peux que déplacer, faire la rotation ou le scale. Vous voyez, c'est vrai que je peux également changer de couleur, mais je ne peux pas modifier véritablement mon maillage. Par contre, lorsque je clique là et que je passe en mode édition, je peux, là, vous voyez, je fais CTRL E. Alors, c'est des raccourcis que je vais vous montrer. Et donc, je peux modifier véritablement mon objet et obtenir une maison, un banc seulement à partir de ce cube-là. Maintenant, il y a les modes sculpt. Donc ça, c'est pour la sculpture. Ici, là, en ajoutant plus de vertex, je peux sculpter l'objet qui est là. Et nous avons le mode vertex paint qui permet d'ajouter des couleurs. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas les couleurs qu'on ajoute avec les matériaux. Mais le mode VTS Paint permet de faire d'autres choses. Nous avons le Wave Paint et le Texture Paint. Le Texture Paint, c'est le mode pour dessiner sur un maillage. Nous créons une texture et nous dessinons sur cette texture-là. Nous verrons tous ces différents modes au fur et à mesure que nous allons progresser dans notre cours. Oui. Ce que vous devez savoir, le mode ici qui apparaît, je dirais, il est contextuel. Alors, lorsque nous avons un objet, un maillage, vous voyez que nous avons ces différents modes. Par contre,
Là, je vais sélectionner la lampe. Vous voyez, je n'ai que le mode objet. Je sélectionne la caméra, je n'ai également que le mode objet. Je vais rajouter euh, une armature, donc un os virtuel. Alors, donc, vous voyez ici, c'est un os virtuel. Nous verrons à quoi il sert au fur et à mesure que nous allons progresser également. Euh, mais surtout dans les chapitres sur l'animation. Vous voyez que avec ce toast-là, j'ai trois modes d'opération, édition et pause mode, qui est le mode que nous utilisons pour les animations. Donc, sachez que ce menu-là, il est contextuel. Il dépend de l'objet que nous avons. Maintenant, nous parlons des objets primitifs. Les objets primitifs, c'est des objets que nous ajoutons à notre scène et qui nous permettent de modéliser. Je retourne dans Blender. Alors, je supprime celui-ci et celui-là également. Je viens pour ajouter les primitifs. Je viens dans Add Mesh. Alors, vous pouvez bien sûr changer de langue ici et opter pour le français. Donc, j'ai cliqué là, j'appuie sur la touche F et j'ai mon interface en français. À partir de là, vous pouvez cliquer sur Ajouter. Mais je vous conseille de rester en anglais. En fait, d'utiliser la langue anglaise parce que un infographiste fait beaucoup de recherches sur Internet, notamment sur YouTube. Et sur YouTube, les thèmes utilisés sont en anglais. Vous verrez même les francophones utiliser ces thèmes-là. Le mesh ou maillage, vertex, tous ces thèmes qu'on a en anglais. C'est rare que le plus souvent, d'ailleurs, vous n'entendrez pas réellement parler de sommet. Ils vont tout le temps utiliser les thèmes vertex. Vous comprenez? Et donc, il est important de laisser l'interface en anglais et de s'y familiariser. Donc, je clique là, je vais ajouter ces différents maillages que nous avons là. Nous avons un plan, vous voyez le plan. Ensuite, nous avons le cube que nous avons vu tout à l'heure, un cercle. Nous avons également une sphère. Alors, il y a deux types de sphères. Nous avons cette sphère-là et nous avons celle-ci. Alors, vous voyez, il y a une différence. Ici, là, les faces là sont constituées de triangles. Ici, c'est des triangles et là, c'est des quads. Nous verrons tout à l'heure ces quads là. C'est quoi des quads? Les triangles, là, vous le savez. Et donc, voici les maillages disponibles dans Blender. Le plan, le cube, la sphère. Nous avons deux sphères. Nous avons ici le plan, le cercle. Nous avons un tore, nous avons un cône, nous avons un cylindre et nous avons bien sûr la mascotte de Blender. Alors, je vais ajouter la mascotte de Blender, c'est Suzanne. Suzanne, donc voici la mascotte de Blender. En général, on l'utilise pas pour la modélisation mais en général pour tester des fonctionnalités de Blender. Nous pourrons également l'utiliser pour cela tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons parler des vecteurs normaux. C'est quoi un vecteur normal? Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à une surface. Alors, je retourne dans Blender pour que vous puissiez mieux comprendre. Et là, je vais supprimer tous ces éléments-là. Et puis, j'ajoute le maillage cube pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, ça ne se voit pas réellement, mais euh, je parlais tout à l'heure du vecteur normal. Vous voyez cette face-là, il y a un vecteur qui est perpendiculaire à cette face-là et qui nous présente son orientation. Ça peut se voir à travers ce menu-là. Alors, je clique sur ce menu, voilà, et je viens là. Et puis, je reprends. Alors, le plus souvent, je laisse tout en anglais. Donc, je retourne dans ma langue préférée. Et là, vous voyez que j'ai cliqué là, ici. Vous vous rendez dans ce menu Mesh Edit Mode et vous cochez là. Et puis, vous pouvez accroître. Et regardez ce qui va se passer. J'augmente la taille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les vecteurs normaux, qui nous montrent l'orientation de notre face. Alors, je sélectionne ma face et puis je vais essayer de faire une rotation de la face par rapport à Y. Vous voyez comment maintenant le vecteur normal est orienté. Alors, il nous dit que cette face-là, elle est orientée dans cette direction-là.
Donc, ça ne se voit pas en modélisation, mais en général, lorsque vous modélisez, vous pouvez voir où est-ce que la face est orientée. Alors, pourquoi je le dis? C'est parce que, en majorité aussi, dans beaucoup de cas, en modélisation, nous sommes amenés à dupliquer ces objets que nous avons là. Vous voyez? Alors, pour le dupliquer, on fait Shift D. Et puis, je vais faire une manipulation. Je l'ai dupliqué, il est bien sûr là. Je fais un clic droit pour annuler le positionnement. Regardez, je vais reprendre X. Alors, je les sélectionne. Ici, vous voyez qu'il y a un seul cube. Là, c'est une représentation arborescente des différents objets que nous avons dans nos scènes. Donc, ici, nous avons un cube, une caméra. Euh, je reviendrai sur la collection, mais comment configurer la collection? Parce que là, nous pouvons créer plusieurs collections. Ça va nous permettre de cacher différents objets de notre scène. Alors, donc, ici, vous voyez, je vais faire Shift D, je sélectionne, je fais SX-1. Et puis là, je vais le placer là. Voilà. Et donc, vous voyez que j'ai dupliqué, mais en même temps, j'ai fait X-1 pour dire qu'il faudrait euh, placer le même objet là, mais je lui ai indiqué c'est un positionnement. Et puis là, je retourne ici et je vais vérifier face orientation. Alors, vous voyez que ici, j'ai une couleur bleue, ce qui veut dire que les différentes faces sont bien orientées et que lorsque je ferai le rendu de ma scène, je verrai les cubes tels qu'ils sont présentés là. Alors, je reviens ici, face orientation. Euh, je prends ce cube là et puis là, je supprime cette face là. Voilà. Et puis maintenant, je repars dans le menu face orientation. Vous voyez que là, j'ai une couleur rouge parce que ici, nous avons une face avant et nous avons une face arrière. La face arrière n'est pas visible. En fait, dans la modélisation, dans le moteur 3D, vous pouvez le voir, mais dans le rendu, c'est des faces qui sont cachées. Vous voyez, dans le rendu, sur tout à l'heure, j'effectue le rendu avec une caméra bien positionnée, ça sera caché. Alors, pour voir comment la scène sera présentée, ici, il y a différentes fonctionnalités. Et parmi ces fonctionnalités, il y a une qui est cachée là, ici. Si tous ces éléments sont cachés, vous pouvez faire un clic droit. Alors, vous appuyez la molette de souris, donc vous la maintenez enfoncée et vous allez à gauche ou à droite. Et là, vous voyez cette flèche-là. Lorsque je clique sur Backface Culling, vous voyez que cette partie-là disparaît. Pourquoi? Parce que dans le rendu, les faces arrière seront cachées, ne seront pas visibles. Ça, c'est un choix des développeurs et c'est pareil partout, que ce soit dans les moteurs de jeu comme dans les moteurs 3D. Vous voyez? Donc, vous devez faire attention. Le plus souvent, lorsque vous modélisez, après les extrusions, une face arrière peut prendre la place d'une face avant. Donc, je reprends. Lorsque vous êtes en train de modéliser et que vous êtes en mode édition, une face arrière peut prendre la place d'une face avant. Et donc, comme ce n'est pas visible, parce que par défaut, vous voyez que ça se présente ainsi, vous n'avez pas activé le backface curling, donc tout paraît normal ici. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Vous voyez, donc faites très attention le plus souvent quand vous modélisez. Une fois la modélisation terminée, cochez là et venez cliquer sur orientation de la face. Lorsque tout est bleu, vous êtes sûr que les différentes faces sont bien orientées. Par contre, lorsque vous voyez des rouges, il y a un problème et je vais vous montrer comment corriger cela. Mais avant, je ferai une petite démonstration. Alors, pour faire la démonstration, je sélectionne toujours mon cube et là, je vais passer en mode édition. Lorsque vous serez en train de modéliser, vous avez déjà, par exemple, ici, vous voulez faire le pied d'une chaise ou bien des tables, par exemple. Vous avez des tables et bon, vous avez une table et vous avez des chaises et vous n'aurez plus besoin le plus souvent de dupliquer, de reprendre les chaises, autant pour moi. Vous allez les dupliquer. Lorsque vous le faites en mode édition, donc vous voyez ici, je suis en mode édition, j'ai sélectionné le maillage, je fais Shift D pour le dupliquer.
Et là, je fais X, dans X moins 1. Et cette fois-ci, vous voyez ce que nous avons. Vous voyez que les faces arrière, alors on remplacé les faces avant. Donc, c'est les faces arrière qui sont visibles. Et si je supprime celle-ci, vous voyez, juste à l'intérieur, nous avons les faces avant. Donc là, vous avez bien modélisé, mais il y a juste une erreur. L'erreur est que là, vous avez mis devant les faces arrière. Et dans le rendu, ces faces arrière-là ne seront pas visibles. Vous voyez? Alors, dans le rendu, ces faces arrière-là ne seront pas visibles. Vous comprenez? Et donc, là, vous devez les transformer. Donc, vous sélectionnez cela. Voici maintenant ce qu'il faut faire pour transformer ces différentes faces-là, c'est-à-dire pour corriger l'orientation de ces faces-là. Alors, pour les corriger, vous faites Alt N. Donc, je reviens là, je sélectionne celle-ci avec, voilà, ou avec un L qui va me permettre de sélectionner ce maillage-là et je fais Alt N et je clique sur Flip pour corriger. Alors donc, vous remarquez, je fais CTRL Z, vous remarquez que j'avais même sélectionné ce cube-là et je voyais pas ces vecteurs normaux là. Et pourtant, ici, là, euh, j'ai coché l'option qui me permet de les rendre visibles. Je les vois ici, mais pas là. Donc, ici, A. Si j'appuie sur A, je sélectionne tout, mais je veux sélectionner seulement ce maillage. Donc, je place le curseur sur ce maillage et appuie sur la touche L. Et là, je fais Alt N et je clique sur Flip. Voici comment corriger. Donc, faites attention aux vecteurs normaux, à l'orientation de ces vecteurs-là. Là, je viens, je clique là et puis, je retourne dans ce menu-là et je vais, euh, voilà. Bon, je vais pas le laisser, mais je vais changer l'orientation de la face dans Overlay. Ok, donc voici comment les corriger. Alors maintenant, nous abordons le chapitre des transformations. Donc, dans ce chapitre-là, nous avons ici des cubes. Alors, je supprime ce cube-là, ces deux, surtout, j'ajoute soit un cube ou un cylindre. Je place le cylindre là. Ok. Alors, quand je parle de transformation, je parle de déplacement, je parle de redimensionnement avec le scale, mais je parle également de rotation. Et comment on peut faire ces transformations-là? Nous avons plusieurs possibilités. Alors, nous étudions la première que j'ai appelée transformation avec des widgets. Alors ici, vous voyez que euh, là, nous avons une barre d'outils. Et lorsque je coche sur Select Box, là, nous voyons pas ces widgets-là apparaître. Select Box me permet très facilement de sélectionner les objets. Ici, qu'est-ce que je fais pour obtenir ce résultat-là? Je fais un clic gauche enfoncé et je dessine ici cette forme-là. Vous voyez, pour pouvoir sélectionner donc cette fenêtre-là. Alors, là, quand je sélectionne ici, là, nous les verrons tout à l'heure, c'est le curseur. Mais pour voir apparaître les widgets, je dois sélectionner soit Move, donc je sélectionne l'objet pour laisser apparaître ces widgets. Move, c'est le déplacement. Je peux les déplacer sur l'axe X, Y et Z. CTRL Z ou Alt G pour annuler tout cela. Mais la différence, c'est que ces déplacements-là sont contraints. Vous voyez, ces déplacements sont contraints et donc ça peut vous permettre de les déplacer de manière précise. Pour la rotation, c'est là. Alors, vous voyez que lorsque je veux déplacer le long des Y ou le long des Z, je sélectionne l'axe en question. Le long des Y, je sélectionne l'axe Y. Je fais un clic sur la flèche et je tire. Je maintiens toujours le clic gauche enfoncé. Par contre, pour les rotations, la rotation se fait autour des axes. Vous voyez que lorsque je veux faire une rotation autour de X, là, vous voyez, euh, voilà, je peux sélectionner bien sûr, mais remarquez, la rotation ne se fait pas le long, mais se fait autour d'un axe. C'est très important. Donc, je fais CTRL Z. Comment ça se fait? Je viens, je clique sur l'axe et puis je fais ma rotation. Donc, je rappelle que cette rotation-là, elle est contrainte également.
OK. Et pour le scale, c'est l'icône qui est en dessous. Et là, je peux les agrandir le long des différents axes. Alors, lorsque je veux faire un scale global, je clique le milieu là. Vous voyez que là, je peux le redimensionner. Et là, il n'y a pas de contrainte. C'est tous les axes qui suivent le redimensionnement. En mode édition également, nous avons ici d'autres outils, mais nous les verrons tout à l'heure. Donc, voici comment opérer des transformations avec les widgets. Vous voyez que les widgets sont également ici, mais là, c'est pour le déplacement, la navigation dans la scène. Alors, après ça, sachez que nous avons une transformation avec des raccourcis clavier. Au lieu de cliquer sur ces différents widgets là, je peux même les cacher lorsque je suis en train de modéliser. Et puis, maintenant, faire des transformations avec les raccourcis. Alors, pour le déplacement, donc là, je prends G. Donc, le raccourci, c'est G. G qui veut dire grab. Donc, G, je peux le déplacer. Je bouge la souris. Pour contraindre le déplacement, je peux faire GX. Donc, pour le contraindre le long des X, GY le long des Y, GZ le long des Z. Il en est de même pour la rotation. Alors, je vais le mettre au centre. Donc, je fais Alt G. Vous comprenez maintenant pourquoi je fais Alt G. Alt G, c'est pour annuler tous ces déplacements-là. Mais G, c'est le déplacement. Donc, quand je fais Alt G, je le ramène là où il était. Maintenant, pour la rotation, c'est R. Donc, je sélectionne l'objet R, je peux faire une rotation. Ici, la rotation, elle est globale. Mais là, je peux la contraindre également. Donc, R, Z, c'est autour de Z. R, X, je fais une rotation autour de X. R, Y, une rotation autour d'Y. Il en est de même également pour les scales. Donc, S, X, vous voyez le résultat, S, Z, SY. Voilà comment je peux faire ces transformations-là avec les raccourcis clavier et aussi avec les paramètres. Alors là, je vous les présente maintenant. Je sélectionne l'objet, j'appuie sur la touche N ou je peux venir cliquer là sur cette flèche-là, à peine visible. Alors nous avons le même résultat en appuyant sur la touche N. Et vous voyez que ici, il y a Location, Rotation et Scale. Donc ici, là, c'est le positionnement. Quand je viens dans X, je peux faire un clic gauche enfoncé et puis là, je déplace la souris. J'enfonce, je maintiens enfoncé le clic gauche et je déplace. Donc, je fais un déplacement le long des X, le long des Y, le long des Z. Je peux utiliser ces fléchettes-là, faire des clics. Ça ne se voit pas, mais vous remarquez, je suis en train de le déplacer. Alors, je le ferai là, vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Ok. Alors, ici aussi, je peux entrer des valeurs. Là, je peux mettre 0. Vous voyez, je le ramène à sa position initiale, donc 0 et 0. Euh, pour pouvoir ajouter les trois valeurs simultanément, je fais un clic gauche enfoncé, vous voyez, dans la case des X et je glisse. Alors, je reprends. Donc, voici comment ça marche. Vous faites un clic gauche enfoncé dans la première case et vous tirez la souris vers le bas pour sélectionner les trois. Et là, je peux entrer une valeur. Ces trois valeurs-là seront visibles dans les trois cases et j'appuie sur Entrée. Donc, voici comment entrer trois valeurs simultanément. Alors, ici, là, je vais annuler la rotation. Donc, je fais un clic gauche, je glisse pour 200, j'ajoute 0. Et là, j'ai annulé la rotation. J'en ferai de même pour Scale. Sachez que Scale, c'est toujours à 1 et pas à 0. Il n'y a pas de Scale à 0. Scale permet de multiplier. Alors, ici, vous voyez la dimension. Nous avons déjà la dimension. Si je mets 2, vous voyez, je multiplie les dimensions par 2. Par défaut, c'était 2 ici. Lorsque je multiplie par 2, nous avons 4, 4, 4. Par 3, vous remarquez, nous avons 6. Je fais CTRL Z. Si je veux multiplier l'as des X, alors donc donner un scale comme 2, vous voyez que ici, là, j'ai 4 parce que j'ai multiplié ça, ces dimensions
donc la dimension x par 2. Alors, si vous mettez le scale à 0, vous voyez qu'il disparaît. Donc, le scale, il reste toujours à 1. Donc, voici comment maintenant effectuer des transformations avec les différents paramètres. Ici, nous avons les paramètres. Là, ici, ça, c'est les dimensions même de l'objet. Donc, Blender nous permet d'avoir les dimensions de l'objet. Nous avons 2 mètres X, 2 mètres Y, donc 2 mètres sur l'axe X, 2 sur l'axe Y, 2 sur l'axe Z. Ce que vous devez savoir, par défaut ici, je vois le mètre. Vous avez le mètre mm, mais vous pouvez changer ces unités-là. Pour cela, vous vous rendez ici, dans cette icône, là où il est mis sin. Sin, je sais pas s'il faudrait, je suis déjà à 1, 2, oui, je crois que c'est suffisant. Dans sin, vous venez dans unit et vous pouvez changer. Alors, ici, il y a des unités qui sont là, il y a impérial, il y a le métrique. Ce que nous utilisons, c'est métrique. Length, donc la longueur c'est en mètres, vous pouvez choisir le centimètre et ça s'applique automatiquement. Donc vous voyez que ça fait 200 centimètres. Je vais conserver le mètre. Donc là, vous avez pour la masse qui est le kilogramme et le temps en secondes, nous avons les températures. Donc par défaut, c'est 1000 sur Kelvin. Vous pouvez choisir Celsius, par exemple, ou tout laisser par défaut. Alors, nous allons terminer maintenant avec les différentes transformations, mais là, vous voyez que je vais rajouter euh, un cube et aussitôt le cube à ajouter, vous voyez un tout petit menu là. Je clique ici. Alors, c'est rappeler le menu des dernières opérations avec Blender. Donc, Adjust Last Operation. Lorsque je clique dans le vide, il disparaît. Je peux me rendre dans Edit, Adjust Last Operation et voilà ce menu là. Et avec ce menu là, je peux déplacer les objets. Vous voyez qu'il disparaît. OK. Donc, cette fois-ci, je l'ai. Donc, je peux le déplacer en jouant sur ces différents paramètres-là. Alors, lorsque vous cliquez là dans le vide, il disparaît. Vous pouvez le faire réapparaître en allant dans Édition, donc Edit, Adjust Last Operation ou cliquer directement sur F9. Maintenant, nous allons voir comment annuler ces transformations-là. Je reviens là. Je sélectionne là, je le supprime et j'ajoute un objet à ma scène. Alors, donc je vais le cacher en cliquant sur cette flèche-là. Et puis celui-là, je peux le redimensionner. Je place le curseur là, j'ai un curseur de redimensionnement. Un clic gauche et je peux le réduire. Ou N pour le cacher. Vous voyez, je vais faire un scale. Je le sélectionne S pour faire un scale. Vous pouvez passer par les par, vous voyez ici, c'est widget que nous avons. Donc S pour faire un scale. Et là, je peux annuler ce scale là en faisant Alt S. Ça va, Alt S pour l'annuler. Alors, je vais reprendre ici pour que ça soit visible dans S. Je le redimensionne. Donc, je fais un scale global. Je fais Alt S et vous voyez, tout est mis à 1. R pour la rotation. Je peux faire Alt R pour l'annuler. Et G pour le déplacement. Alt G pour l'annuler. Voilà comment annuler toutes ces transformations avec les raccourcis clavier, où vous pouvez vous rendre dans ces différents paramètres, ces menus-là, et les mettre à 0 et là à 1. Et vous voyez, là, je les mets à 0. Donc, c'est lui, j'ai mis à 0. Donc, je fais CTRL Z. Alors, lui, il y a une manière maintenant de corriger tout cela. Nous le verrons tout à l'heure. OK. Maintenant, je vais rajouter d'autres, par exemple, le cône là. Voici le cône. J'ajoute également euh, cette sphère-là. Vous voyez? Et puis, je vais les sélectionner. Alors, lui aussi, je laisse le point de pivot là. Je les sélectionne. Remarquez les couleurs. Alors, j'ai sélectionné les trois objets, mais j'ai des couleurs orange et une couleur jaune. Vous voyez? Alors, cette couleur-là qui tire également sur l'orange, je vais l'appeler jaune. Et donc, il y a une différence entre les éléments sélectionnés et l'élément actif. Le dernier élément sélectionné, c'est l'élément actif. Là, comme il est seul, il est sélectionné, il est actif. Mais lorsque je sélectionne deux objets, les deux sont sélectionnés, mais le dernier sélectionné, il est actif et il a la couleur jaune. Par contre, les autres sélectionnés ont la couleur
Lorsque je fais des transformations, ici, là, j'ai déplacé l'objet. Je peux demander au logiciel de faire de sorte que cette transformation-là, cette position-là devient comme la position originelle, la position permanente. Et donc, vous voyez que là, il est à 3,5. Il est à 3,5 sur l'axe X. Et donc, je vais demander au logiciel de considérer cette transformation-là comme permanente, mais également de déplacer le point d'origine. Il y a des cas où c'est vraiment utile, où vous voulez que euh, en ayant entré les valeurs 0,0,0, le maillage soit euh, à quelques centimètres ou à quelques mètres du point d'origine de la scène. Et donc pour cela, vous allez sélectionner l'objet, faire CTRL A et ce qui m'intéresse ici, c'est le positionnement. Donc je fais CTRL A et je clique sur Location. Et vous remarquez maintenant ici, le point de pivot revient là à 0 et l'objet lui-même il est décalé, mais on ne le sent pas. Alors donc, dans un moteur 3D, un autre moteur ou un autre moteur de jeu, lorsque je mettrai les valeurs, en fait ces différents paramètres, la 0x, 0y, 0z, vous verrez l'objet toujours décalé. Vous voyez, pourquoi? Parce que le point de pivot, il est à 0 et comme il n'est pas visible, on ne le sait pas, mais l'objet lui-même, il est légèrement décalé. Et il y a des cas où c'est beaucoup plus utile. Alors, nous allons maintenant terminer. Donc, je vais présenter le Q-Shirt 3D et puis les différentes sélections et nous avons terminé. Alors, je supprime celui-ci et là, je parlerai maintenant du Q-Shirt 3D. Le Q-Shirt 3D, là, c'est l'élément par rapport auquel les éléments sont rajoutés dans Blender. Pour le déplacer, je peux appuyer sur la touche majuscule et faire un clic droit. Donc, je clique sur majuscule, je m'étire enfoncé, je clique là et je clique sur droit. Voilà, pour le positionner. OK. Alors, donc, le voici, il n'est plus au centre de ma scène. Lorsque j'ajoute un objet, alors, vous voyez qu'il est allé se mettre là où il y a le curseur 3D. Donc, il est utile pour positionner ou pour ajouter les objets dans nos scènes. Mais également, des transformations peuvent être faites par rapport à ce curseur 3D là. Vous voyez qu'il est juste ici. En venant là, transform pivot point, donc le point de pivot de transformation. Je prends curseur 3D. Et donc, par rapport à ce curseur-là, je peux effectuer le scale. Vous voyez, je déplace l'objet là et le curseur 3D, il est là. Voici ce qui va se passer. Vous voyez que le scale se fait par rapport au curseur 3D. Et même la rotation. Alors, voilà pourquoi. Donc, je peux faire la rotation par rapport au curseur 3D là. OK. Et là, je profite très rapidement pour parler des différents points de pivot de transformation. Ici, celui que nous avons choisi, c'est le curseur 3D. Mais je peux choisir également le centre de cet objet-là. Alors, je le place. Pourquoi? Vous voyez que j'arrive à le déplacer seulement avec un seul clic parce que j'ai cliqué sur curseur 3D. Donc, quand je fais un clic gauche également, je peux le déplacer. Mais là, à partir d'ici, je peux plus parce que j'ai cliqué sur l'icône de sélection. Et donc, je sélectionne mon cube. Je change là à bounding box. Bounding box, en fait, c'est, si vous le voulez, le centre de l'objet lui-même. Et donc, je peux faire ces différentes transformations là par rapport au centre de l'objet. Lorsque je vais choisir curseur 3D, vous voyez, les transformations se font par rapport au curseur 3D. Je peux prendre individual origin. Alors, ça, c'est utile lorsque nous avons deux objets. Vous voyez, deux ou plusieurs objets. Euh, Lorsque le point de pivot de transformation est le curseur 3D, je sélectionne ces deux objets, je fais S, vous voyez que les deux se rapprochent. Par contre, quand je prends individual origin, voici ce que ça fait. C'est-à-dire que les transformations se font par rapport au point d'origine de chaque objet. Je peux maintenant prendre le barycentre. Le barycentre, c'est considéré comme le point d'équilibre des deux objets. Et donc, vous voyez que les deux se rapprochent là. C'est symbolisé par l'origine de cette ligne discontinue. Ou je peux prendre actif élément. Alors, vous remarquez l'élément actif, c'est l'élément qui est là. Et voici ce que ça donne. Vous voyez que
l'autre se rapproche de lui. Par contre, celui-ci ne bouge pas réellement. Il change de forme, mais par rapport à son point d'origine. OK. Et donc, voici les différents éléments de transformation à partir desquels on peut faire des scales, des rotations. Alors, c'est très important. Le plus souvent, venez vérifier ce menu-là lorsque vos transformations ne marchent pas comme prévu. Essayez de voir si c'est pas par rapport au curseur 3D, si c'est pas par rapport à l'objet lui-même ou au point d'origine ou au barisson. Et je termine maintenant par les différentes sélections. Alors, ce menu-là, je vais pas réellement en parler, mais il est beaucoup plus facile. À partir de Shift X, ok, nous l'avons, Shift X, nous l'avons, et nous avons sélection du curseur. Donc, lorsque je sélectionne un objet, je peux l'emmener vers le curseur, vous voyez. Alors, curseur to selected, si le curseur est là, que je sélectionne celui-là, curseur to selected, vous voyez, je ramène le curseur. Donc, à vous d'aller voir tous ces éléments-là. Ou curseur to grid, donc je peux ramener le curseur au centre de la scène, ainsi de suite. Ou l'emmener sur tous ces objets que je vois, par exemple la lampe, donc curseur to selected. Donc, à vous de lire tout cela. Échappe pour l'annuler. Maintenant, les sélections. Alors, nous avons déjà vu la fenêtre de sélection. Donc, comment elle se fait? Un clic gauche, vous voyez, enfoncé et vous dessinez la fenêtre. Et vous sélectionnez tous les objets qui sont dans cette fenêtre-là. Ensuite, nous avons la sélection au pinceau. Alors, pour désélectionner, cliquez dans le vide. La sélection au pinceau se fait avec C. Vous appuyez sur la touche C et avec la molette, vous pouvez accroître la zone de sélection. Voilà. Et là, c'est utile pour sélectionner différents objets. Donc, je vais faire un clic pour désélectionner. Vous voyez, tous ces objets-là sont dans euh, le cercle, donc ils peuvent être sélectionnés. Ensuite, il y a la sélection au lasso que j'utilise régulièrement. Alors, contrôle, donc vous appuyez sur la touche contrôle, contrôle à gauche et contrôle, et puis un clic droit cette fois-ci et vous faites vos dessins. Vous voyez comment mes objets sont. Alors, je veux pouvoir sélectionner la lampe, ce cube-là et celui-ci. Donc, je peux sélectionner ça et puis faire un dessin, tout petit dessin. Voilà, pour sélectionner ces objets-là. Donc, ça, c'est la fenêtre de sélection. Vous maintenez le contrôle enfoncé et avec les clics droits, vous faites un dessin. Ensuite, voilà, on peut sélectionner tous les objets en cliquant sur A ou Alt A pour tout désélectionner ou A sélectionner et un clic gauche pour tout désélectionner. Voilà, alors c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette toute première partie. À bientôt pour la deuxième partie.